Bonjour Madeleine, Bonjour Elise, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne. Bienvenue. merci. Écoute, ce que je te propose, si tu veux pour démarrer, c'est que tu te présentes et que tu nous partages ton parcours. Très bien, je te remercie. Donc Adlan Jekiref, jeune entrepreneur passionné par le milieu de l'immobilier, de la location saisonnière, du revenu management. Du revenu management, pourquoi? Parce que c'était ma formation, je dirais, académique, puisque j'ai fait mes études à la même école que toi, la même formation que toi. Euh, et ce qui était marrant, c'est que je voulais jamais travailler dans l'hôtellerie. Je voulais travailler, faire du revenu management, peut-être que tu expliqueras après. Mais faire du revenu management dans le transport aérien. Et j'ai fini par être dans l'hôtellerie. Je me suis retrouvé quelque part un peu forcé. Et j'ai fini par aimer aussi. Donc voilà, j'ai fait du revenu management, hôtellerie indépendante, donc des hôteliers indépendants à Paris. J'ai créé ma boîte pour faire du RM aussi un peu, fait, pour des hôteliers indépendants. Et après, il y a eu une opportunité. On va rentrer un peu plus en détail après dans le parcours, mais après, j'ai atterri dans le milieu de la location saisonnière puisque j'ai rejoint Airbnb en 2018 à la base pour intégrer les hôteliers, les hôtels sur la plateforme Airbnb. Et j'ai fini par gérer tout ce qui est justement property manager, etc. Des acteurs qui ont beaucoup de lots et qui avaient besoin d'optimisation. Et après quasiment 6 ans chez Airbnb, j'ai rejoint Guesty, Channel Manager, PMS Channel Manager. Je gère toute la France. Voilà, pour mon petit parcours. Génial, c'est un super parcours, c'est pas du tout un petit parcours. Merci. D'ailleurs, on peut peut-être faire une parenthèse sur ça, on aura l'occasion d'en reparler après, mais ça va être l'occasion prochainement de venir te rencontrer aussi, en personne avec Guesty au rendez-vous des pros de la location saisonnière. Oui, Mi-mai, on organise le salon et vous allez être exposant. Tu pour vas la même deuxième prendre fois. la parole. Oui, Oui. tu vas faire une conférence. Est-ce que tu veux déjà partager le sujet de ta conférence? Pas forcément. Non, non, je Non. préfère teaser encore. Ok. Il faudrait qu'ils viennent pour m'entendre et pour m'écouter. Non, blague à part, on va parler certainement de ce qu'on peut faire avec un PMS, la force d'avoir un PMS qui est bien fait, et avec toute la technologie aujourd'hui, dans le but toujours en effet d'optimiser, que ce soit la rentabilité, d'optimiser le temps, d'optimiser le travail. On est dans une ère où on cherche à tout prix l'optimisation. On pourra parler de tous les aspects qu'on pourrait optimiser. Mais oui, moi je suis très content de participer au salon de la location, rendez-vous de la location saisonnière pour la troisième édition. La première, j'y ai participé avec Airbnb en tant que speaker. Je te remercie pour cette invitation. C'est vraiment assez C'est à stylé toi. parce que voilà, j'y ai cru, mais les résultats, ils ont dépassé toutes les attentes, puisque je me rappelle, en arrivant peut-être à 7h30, 8h du matin, et j'avais un vol le soir même, il y avait une queue interminable dehors, et c'était plein. Je sais pas, il y avait combien de personnes au final de la première édition? 1200 peut-être? Ouais, c'est ça, Ouais, 1200, je crois. 1200. Waouh, c'était 1200. impressionnant. Et tu étais bien enceinte ce jour-là. Ouais. J'étais impressionné, quoi. Et donc, deuxième édition, j'étais déjà chez Guesty et je leur ai dit, les gars, s'il y a un événement à ne pas rater, c'est bien celui-là. Donc, on a fait la deuxième édition, qui est la première pour Guesty l'année dernière. Forcément, très content des résultats. On est présent pour cette troisième édition cette année. Il faut saluer aussi ta fiabilité, parce que quand même, et tout le monde n'a pas fait preuve de cette fiabilité. Bon, mais pour le premier événement, tu as eu un problème perso. Tu m'as appelé en me disant, Elise, j'ai un problème, il faut qu'on trouve une solution. Et on a juste décalé la présentation. Et tu as quand même assuré la présentation. Et après, tu es parti prendre ton vol, quoi. Exactement. J'étais bluffée, hein. Je vais pas te mentir. J'aime pas ne pas tenir ma parole. Et de toute façon, on va parler de 10 mots d'optimisation. Ce jour-là, blague à part, j'avais vraiment le lendemain matin, j'avais un rendez-vous chez le notaire dans un pays lointain, en Algérie. Et donc, oui, il fallait absolument que je parte le jour même. C'était le seul vol. Et on a accepté gentiment de décaler ma conférence du soir au matin. Donc, j'ai fait la conférence, en effet, et je suis parti. Mais oui, j'étais très ravi. Un peu deg parce que j'ai pas pu assister à tous les workshops, à toutes les conférences. J'ai juste fait la mienne et je suis parti. Non, mais franchement, Mm. bravo, c'est tout à ton honneur. Merci. Dans les différentes questions, alors moi j'aime bien poser des questions qui sont un peu, qui sortent aussi, tu vois, de l'ordinaire. Est-ce que des fois tu as eu envie de tout plaquer ou de faire autre chose dans ton parcours? Ouais, clairement, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Tout le temps.
J'arrête pas de rêver de ce que j'ai envie de faire. Moi, pour l'anecdote, j'ai toujours fait du foot toute ma vie. Donc, depuis j'ai peut-être 6 ans, je suis une famille de footballeurs aussi. Mon père, paix à son âme, a fait du foot. Mon frère aîné a fait du foot à bon niveau aussi. Donc, moi, j'ai fait le lycée sportif national à Alger, où c'était une sorte de sport et études, un peu comme Clairefontaine, où il y avait que je dirais que les athlètes d'élite dans chaque sport, et on faisait sport et études. Donc, moi, je suis parti à l'âge de 15 ans de chez moi, de Constantine, pour aller à Alger. Euh, Jusqu'au jour où j'ai décidé de mettre pause à cette carrière, peut-être prometteuse, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais fait le choix d'arrêter le foot et de me consacrer à mes études pleinement. Ce qui fait il y a eu toujours cette envie de faire autre chose ou de goût d'inachevé par rapport au foot. Mais bon, je pense qu'un jour, je finirai quand même dans ce milieu d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas Mmh. comment, mais je reviendrai à ce milieu vraiment qui me passionne. J'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup les émotions que ça procure. Et oui, ça m'arrive de penser à tout plaquer, à tout changer. De toute façon, je m'ennuie quand je fais la même chose pendant très longtemps. Mmh. J'aime pas trop ça. Et donc, voilà. OK. Et le passage entre hôtellerie et location saisonnière, c'est vrai que c'est quand même 2 domaines qui sont, C'est les frères deux ennemis. ennemis. Ouais, frères ennemis, tu vois? Ouais. Comment ça s'est passé? Et est-ce que c'était une forme de deuil un peu? Parce qu'il y a quand même, tu vois, alors le mot vénération est complètement excessif, mais j'en ai pas d'autre qui vient là, tu vois, de l'hôtellerie, de luxe. Et toi aussi, tu as ce goût-là de l'hôtellerie de luxe un peu. J'adore les hôtels. Oui. Ouais, Et donc, est-ce que c'était une forme de renoncement finalement? Non, pas du tout. En fait, autant j'adore les hôtels, autant j'ai beaucoup de réserves sur certains hôteliers. Et donc, que j'ai pas mal côtoyé, notamment à Paris. Et en fait, comment c'est arrivé cette question de location saisonnière, en tout cas cette opportunité? 2016-2017, il y avait pas mal de crises à Paris, en tout cas en termes de business. Il y a eu des attentats, il y a eu pas mal de choses. Et donc, en fait, j'étais à la recherche du business. Voilà, avec mon rôle de revenu manager, je cherchais encore à optimiser le revenu des hôtels que je pilotais. Et un jour, j'ai eu cette idée de me dire, bon, bah, il y a une plateforme qui est en train de cartonner, qui ramène beaucoup de flux, pardon. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, j'ai pris une chambre hôtelière, au Jardin du Marais, que j'avais mis sur la plateforme. Et en fait, les réservations, j'avais mis mon prénom, Madeleine, votre hôte. Et ce qui était marrant, c'est que cet hôtel, les Jardins du Marais, c'est plusieurs immeubles fermés. Et c'est un peu un appart-hôtel. Il y a des cuisines dans chaque chambre. Et en testant ça, ça a marché. J'ai refait un autre test avec un autre hôtel, l'hôtel Ampère. On a mis deux chambres physiques, du coup, c'est vraiment deux annonces, sans channel manager à l'époque ou quoi que ce soit. Et on avait fait, à la fin de l'année, un meilleur chiffre d'affaires que le meilleur tour opérateur avec qui on avait un contrat en direct à l'époque. Donc là, je dis non, il y a vraiment quelque chose à faire. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à Olivier Grémillan, qui était à l'époque directeur Airbnb Europe, sur LinkedIn. Et je lui dis bonjour Olivier, parce qu'à ce moment-là, j'avais ma boîte de revenu management, bridge management. Je dis, ben, j'ai un portefeuille client avec des hôteliers, enfin des hôtels super beaux, Grand Pigalle Hôtel, le Bachaumont, l'Hôtel National des Arts et Métiers, etc. Que je verrai très très bien sur la plateforme. Et bon, en gros, j'ai un peu le chat noir au milieu de tous parce que je voyais aucun problème à vendre les hôtels sur Airbnb. En tout cas, j'avais pas d'animosité particulière avec Airbnb. J'avais juste une opportunité de business, un peu comme Booking, un peu comme Expedia et comme toutes les autres plateformes. Et donc, il m'avait mis en relation avec Cyril Delattre, qui était à l'époque directeur des opérations à Airbnb. On s'était vu dans les bureaux de Airbnb. On discute, il me dit, en effet, on est en train de réfléchir, pourquoi pas. D'ailleurs, on est en discussion avec SiteMinder. Et est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire au niveau de la France et un channel manager? Et c'est marrant, ils étaient vraiment à la rue, en face des bureaux de Velpro à l'époque. Velpro qui est aujourd'hui The Edge. Donc à la sortie, j'envoie un mail à Philippe Lamarche, ex-directeur propriétaire PDG de Velpro. Je mets en relation avec l'équipe Airbnb et la connectivité s'est faite. 2 mois plus tard, il y a un poste qui se crée chez Airbnb suite
tu un départ en paternité d'Alexis. Et en fait, le poste, c'était boutique hôtel manager. Ça peut pas être possible. C'est vraiment le poste qui fait pour moi. J'adorais et j'adore toujours cette boîte-là. Les hôtels, bon, du coup, ouais, je vais pas m'en séparer. J'ai surtout prouvé le concept que j'ai testé moi-même et je vais un peu faire du bruit autour de ça. Et donc, avec Airbnb, on a commencé à faire des tests. On a intégré pas mal d'hôteliers à Paris. Intégré en si peu de temps 25% des hôtels indépendants à Paris, jusqu'au rachat de Hotel Tonight, un an plus tard, une boîte hôtelière. Donc là, vraiment, l'idée d'Airbnb, c'était vraiment de créer cette entité, créer cette vertical business hôtel. Malheureusement, le Covid a décidé autrement, puisque c'était une business unit qui a été dépriorisée juste après le Et du coup, tu continues à être revenu manager pour les hôtels pendant que tu étais chez Airbnb au début? Non, pas du tout. Non. Quand j'ai rejoint, Non, pas du tout, Elise, t'as rien compris. pas du tout, non, Vraiment, non. Quand j'ai rejoint Airbnb, c'était pour intégrer les hôtels dans Airbnb. Ouais, c'est Que ça, ça. Ok. que ça soit clairement un channel comme les autres. Et j'avais mis pause, même fin à mon aventure entrepreneuriale avec Bridge Management. Je ne pouvais absolument pas assurer les deux. Et je t'avoue que le côté multinational, start-up, etc., m'intéressait beaucoup aussi. Hmm. J'y croyais énormément dans cette boîte-là, dans Airbnb. C'est une boîte qui a changé clairement le monde aujourd'hui, en tout cas sur certains aspects. Et donc voilà, j'ai très très heureux d'avoir fait ce choix de commencer par les hôtels. Quand on a racheté Hotel Tonight, j'ai pris un poste pour gérer la partie Middle East Africa avec 3 personnes. Malheureusement, le Covid en mars 2020, le marché dont je m'occupais était complètement dépendant des, des voyageurs internationaux. Marrakech, shutdown, plus rien, pas une seule réservation, pays fermé, à clé. Cape Town, pareil. Euh, Dubaï, un petit peu au départ, mais après, ils ont ouvert, parce que Dubaï, ils font toujours autrement. Ils savent bien faire, d'ailleurs. Et voilà, donc j'avais un marché où les réservations sont vraiment passées à zéro. Euh, et quelques mois plus tard, je pense 1 mois, 2 mois plus tard, on a eu l'annonce du licenciement chez Airbnb, comme toutes les boîtes américaines. 25% de licenciement dans toute mon équipe. Et à ce moment-là, j'ai basculé vers les property managers. Donc là, j'ai vraiment mis les pieds dans le monde des property managers et de la location saisonnière pure. Donc je m'occupais plus des hôtels, je m'occupais de Paris comme marché. Et là, j'étais en relation avec les property managers, les qui ont entre 50 et jusqu'à 350, 400 appartements à gérer. Donc là, en effet, aussi, la discussion était intéressante parce qu'on rentrait un peu dans le revenu management et on discutait comment on pouvait optimiser, que ce soit sur la plateforme. Moi, j'avais toujours envie de leur donner aussi des tips un peu sur le RM Hmm. parce que je faisais en effet le parallèle avec le monde hôtelier. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des choses énormément à améliorer dans ce milieu en s'inspirant de ce qui se fait dans l'hôtellerie ou d'ailleurs. Mais l'hôtellerie, c'est, je pense, le secteur le plus proche. Oui. Et c'est là où on avait fait la masterclass justement sur le revenu management. Je Ah te ouais, c'est remercie, tu marrant. m'avais Ouais, proposé de exactement. venir pour parler de revenu management, c'était chouette. C'est ça, exactement. Ouais. C'est marrant. Donc, l'idée, c'était justement une sorte d'initiation à ce genre de pratique à- au property manager. Et on avait fait ça. Et les gens, ils ont vraiment aimé. Et tu as l'impression. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui vont clairement arriver dans le milieu de la la location saisonnière, pardon. En parlant du revenu management, c'est déjà le cas. Les gens commencent à réaliser à quel point c'est important. Maintenant, on est aussi dans une ère, notamment en France, où on réalise aussi l'importance du direct et qu'il faut arrêter peut-être un peu l'hémorragie parfois, ou en tout cas l'importance que ce soit du direct ou même de la marque Hmm. pour avoir du business en direct et d'optimiser un peu toujours le revenu ou l'intégrité du revenu en arrêtant de donner peut-être beaucoup, beaucoup trop de commissions à toutes les plateformes. C'est des sujets que les hôteliers ont connus aussi. Moi, je me rappelle. Pas, mais peut-être Club Med, c'est différent. Toi, tu as fait du Club Med. Ouais. Passé aussi Notamment. par certaines agences où il y avait que de la vente sur Club Med, je pense, non? Un peu, mais ouais. Et Club Med, c'est une marque forte. Ouais, Les très gens très viennent pour forte. Club Ouais, Med, donc exactement. ouais. Ouais, très très forte. Oui, non, je pense que c'est ça un peu les enjeux aujourd'hui. Toutes les problématiques qu'on a rencontrées dans l'hôtellerie ou ailleurs vont certainement arriver et c'est déjà le cas aujourd'hui.
dans la location saisonnière et tant mieux. J'ai une question à te poser, peut-être pour revenir sur la partie entrepreneuriale aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, tu vois, qui ont leur conciergerie ou... Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, donc parfois il faut revenir à un poste salarié, ou en tout cas prendre un poste salarié pour tenir le coup, le temps d'eux, etc. Comment tu as l'air d'avoir bien vécu ce passage entrepreneuriat vers le salariat? Est-ce que c'était pas un renoncement? Est-ce que tu t'es dit, de toute façon, je sais que j'y retournerai peut-être un jour, je ne sais pas, comment tu l'as vécu ça? Et pourquoi tu l'as pas vécu, en tout cas comme un échec, comme parfois je l'entends dire en fait? Honnêtement, c'est pas du tout un échec. Super bien vécu, je l'ai super bien pris. C'était un choix. Je gagnais très très bien. J'étais consultant quelque part. J'avais ma boîte de consulting. J'avais pas mal de clients. Je tournais super bien. Peut-être ce qui me manquait un petit peu, c'est de rencontrer un peu plus de monde. Peut-être, je sais pas. Peut-être la chose que j'aurais pu améliorer. Mais j'étais tellement dans mon monde, dans mes chiffres, dans mes tableaux, en train d'optimiser le revenu des hôteliers que bon, c'était quand même 2 ans hyper intéressante, beaucoup de liberté. J'ai fait des formations, j'ai fait de l'externalisation complète du RM aussi pour certains hôteliers et c'était vraiment trop bien. Donc après, sur cette question de passer du salariat, de passer de l'entrepreneuriat ou de retourner au salariat, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours. Enfin, je le vois pas comme un échec personnellement, même si, imaginons que c'était une catastrophe, mes 2 ans en tant qu'entrepreneur et que je me suis complètement cassé la tête. Revenir, parfois il faut mieux reculer pour reculer pour mieux sauter. Mmh. Donc c'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, pour ma part, c'était pas le cas. Je touche du bois, mais c'est très bien passé. Génial, super. On entend beaucoup qu'Airbnb change ou a changé dernièrement. Quelle est ta position sur ça? Tu vois, on a vu la position d'Airbnb aussi évoluer avec les JO, etc. Quelle a été ton analyse un peu extérieure, puisqu'à ce moment-là, tu étais de nouveau extérieur à Airbnb, Sur sur les ça? 2 dernières années, là, tu Ouais. parles? Euh, Honnêtement, je sais pas si ça change. Maintenant, sur quel aspect ça change? Ça change. Est-ce que ça change au niveau du business que ça rapporte? Ça dépend on est où. Ça dépend. J'ai encore des gens qui me disent qu'ils sont encore, parce que on va parler de Guesty et de cross-listing, mais aujourd'hui, je connais encore des gens qui sont complètement exclusifs à Airbnb. Ils en sont très 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 contents et qui disent bah, pour rien au monde, on passera à une autre plateforme parce que c'est trop compliqué, on connaît pas les clients, etc. Maintenant, c'est normal que ça change aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est une boîte qui a fait son entrée en bourse. Euh, c'est une boîte qui structure énormément et qu'une boîte aussi qui est hyper challengée par tous les gouvernements, j'ai envie de dire, au monde. C'est pas facile aussi. Et donc, je vois pas le changement. En tout cas, pour ma part, je vois pas comme un mauvais changement. Euh, je fais encore de la location saisonnière à titre perso. Je reçois beaucoup de monde sur Airbnb, notamment sur un appartement que j'ai en Algérie avec mes frères. Et ça se passe très bien. On est exclusif à Airbnb, ça se passe très bien. Maintenant, si on est à Paris, prenons l'exemple de Paris, et tu as parlé des JO, j'ai aussi en effet beaucoup de gens qui me disent que bon, la part d'Airbnb a baissé chez nous depuis 2-3 ans maintenant. C'est un peu normal parce que Airbnb communique aussi sur leurs chiffres. On a vu le nombre d'annonces chez eux qui a bien augmenté versus la demande qui n'a pas aussi bien augmenté que l'offre. Donc c'est normal qu'ils aient un peu moins à manger Mm. par rapport aux années passées. Les années où le calendrier était complètement blindé que par du Airbnb. Donc aujourd'hui, les gens, ils doivent en effet, d'où l'intérêt, encore une fois, on en a parlé juste avant, mais d'où l'intérêt de penser à sa propre marque, de se lister un minimum et de toujours penser aussi à le client quand il frappe à la porte ou quand il rentre chez toi, c'est ton client, c'est le client de personne d'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il faut proposer une offre intéressante, un site internet, un tarif peut-être un peu plus intéressant, des added value. Je ne vais pas parler du petit déjeuner parce que c'est un peu plus complexe, mais je sais pas, des petites attentions qu'un client qui passerait par X ou Y n'aurait pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de signaux faibles. Évidemment, je connais pas la stratégie d'Airbnb et je regrette de ne pas en savoir plus, mais beaucoup de signaux faibles quand même qui montrent que
la marque, elle semble beaucoup plus orientée sur l'acquisition d'annonces de particuliers que la construction d'un réseau étoffé de pros, tu vois. Je- Déjà, le fait de sponsoriser les JO. Après, il y a enfin, le fait que la marque soit jamais investie, par exemple, évidemment, j'organise un événement, mais la marque est pas investie dans les événements professionnels. Il y a quand même beaucoup de signaux faibles. La qualité de l'interface aussi. L'extranet, il est quand même pas suffisamment avancé pour des pros. Il y a pas mal de choses qui laissent l'impression que l'orientation vers les pros de la location saisonnière n'est pas une priorité, ni même les pros de l'hôtellerie, tu vois. Après, je pourrais, Et qu'il je y a une pourrais volonté de comprendre, faire. moi. À Ouais, titre perso, je pourrais comprendre parce que c'est une boîte qui a été créée pour des particuliers. Elle n'a jamais été créée pour des professionnels. oui, c'est ça. Et que, en Contrairement à fait, Booking, par exemple. c'est ça. Ouais, L'idée, c'est de rester sur cette stratégie-là, en fait. oui, De absolument. capter un maximum d'annonces possibles. Ouais, je connais pas aujourd'hui les chiffres exacts. Je pense qu'ils en ont encore communiqué lors de leur dernier événement. Mais aujourd'hui, la plateforme est majoritairement, euh, on va dire, investie par des particuliers. C'est Madame Dupont, Monsieur Leroy qui mettent leur Mm. appartement, leur résidence principale, qui font les 90 jours ou les 120 jours. Ça dépend les villes. Donc c'est normal. Demain, moi, j'ai la même règle. Hein, 20% de mes, 20% de mes clients qui me font 80% de mon chiffre d'affaires. Là, pour le coup, c'est peut-être je sais pas, 90, 80% de la plateforme. Peut-être c'est des particuliers. Je sais pas en France exactement. Mais en gros, tu vois, c'est comme toi. Si tous tes clients sont des hôteliers, je dis n'importe quoi, de base, ou que ton système a été créé pour des hôteliers, tu vas peut-être pas refuser des property managers qui sont dans la location saisonnière, mais tu vas peut-être capitaliser en effet sur cette, euh, cette main source de revenus. Je pense c'est un peu le cas. C'est vraiment une aujourd'hui, c'est une marque qui est rentrée dans les maisons quoi. Tout le monde parle d'Airbnb, on va se faire du Airbnb, c'est un verbe. C'est une marque qui est devenue un verbe. Mm. Et un Airbnb, viens, on Ouais. va dans un Airbnb, même s'ils vont dans un truc, un appartement, ils appellent ça maintenant Airbnb. C'est très fort quand même. C'est fort. Ouais. Mais est-ce que ça dessert pas la profession? Je sais pas si ça dessert la profession. Aujourd'hui, je pense que, bah, non, je vais aller plus loin. En fait, au contraire, je pense que ça crée même la profession. Des property managers, il n'y en avait pas autant aujourd'hui. Bah C'est si, grâce à mais tu Airbnb. sais comment il s'appelait? Agence immobilière. Oui, bon, il y avait des agences immobilières, Ça certes. existe depuis la nuit des temps, ce Ça a métier. toujours existé, je suis C'est juste d'accord que avec ça a toi. été ubérisé par les conciergeries, mais Ouais, je suis d'accord avec toi. Les agences immobilières, elles ont toujours fait de la location saisonnière, c'est évident. ouais. Maintenant, je te parle des conciergeries. Oui, ça, en effet, c'est une sorte d'ubérisation du Exactement. métier. Mais est-ce que c'est Airbnb qui a insufflé cette Ah, ubérisation du métier? clairement. Non, clairement. Là, je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est une plateforme qui a beaucoup, beaucoup investi dans ce qu'on appelle les small entrepreneurs. Des gens, ça a changé la vie de beaucoup de gens. Des gens qui ont perdu leur travail. Et si tu entends les histoires de certains concierges ou certaines conciergeries qui ont été créées, parfois c'est vraiment émouvant. Des gens qui ont parfois tout perdu et qui, du jour au lendemain, ont commencé à dépanner quelqu'un. Allez, je vais te gérer ton appartement, je vais te prendre ça. Deuxième appartement, troisième appartement, c'est devenu un métier. Aujourd'hui, il y a des franchisés, etc. Je pense que sans la plateforme Airbnb, ça aurait été compliqué parce que de toute façon, cette professionnalisation-là, elle n'existait pas. Booking ne vendait pas les appartements. Airbnb ne vendait pas. Enfin, Expedia ou VRBO à l'époque, ça n'existait pas tant que ça. Hmm. Il y avait Airbnb qui a insufflé ça et derrière, comme Airbnb allait récupérer des hôtels sur la plateforme, Booking aussi récupérer les appartements et aujourd'hui, voilà, c'est comme type de business, j'ai envie de dire. Et en parlant d'ubérisation, tu vois, aujourd'hui, il y a des taxis qui utilisent aussi Uber pour avoir des courses. Après, à la fin, c'est juste du business. Hein. Peut-être pour terminer sur Airbnb, est-ce qu'il y a un truc qu'on sait en interne dont on ne se douterait pas en externe, tu vois? Peut-être, je sais pas, sur demande l'entreprise ou des convictions qu'on a en interne et on serait surpris à l'extérieur de savoir ça, tu vois? Honnêtement, là, ça me dit absolument rien. C'est une boîte qui est quand même vachement portée sur la communauté, qui investit beaucoup dans la communauté. Je parle d'un sujet que je connais notamment en France. Il y a beaucoup de clubs d'hôtes. Euh,
Tu as mentionné tout à l'heure la masterclass qu'on a fait dans les bureaux. Et genre, on fait beaucoup de meet-up. Airbnb invitait énormément les particuliers à créer vraiment cette communauté. Aujourd'hui, dans pas mal de business, il y a, c'est devenu important d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à une communauté. Je pense que Airbnb, c'est quelque chose qui l'a super bien fait. Euh, Parce que quand tu vas dormir chez quelqu'un, parfois, il y a des connexions qui se font. Je me rappelle à Marseille, j'avais animé un meet-up. Et je suis tombé sur un papy qui me disait honnêtement, moi, je fais pas ça pour le business. Il accueille chez lui des voyageurs dans sa maison à Marseille. Et il m'a vachement touché parce qu'il m'a dit j'ai perdu ma femme depuis 2 ans et ça m'aide énormément à ne pas rester seul, de recevoir du monde comme ça. Et il me dit bah, voilà, je vois des jeunes, des étudiants, des salariés, des familles, etc. Et, ouais, il était vraiment bien actif, bien en forme. Et franchement, c'est cool quoi, d'entendre ça. Il n'y a Ouais, pas que du business. et alors, la courte durée, toi, t'en fais aussi à titre perso. C'est-à-dire que tu es toi-même, par Mm. ailleurs, investisseur IMO, Oui. et tu as choisi la courte durée en mode d'exploitation. Tu y crois quand même Oui. pas mal. En France, oui. J'ai choisi la courte durée quand c'est possible et la moyenne durée quand c'est pas le cas. Donc, je suis investisseur immobilier. J'ai découvert cette passion où j'ai eu cette fibre-là, entre autres, quand j'étais également chez Airbnb. J'ai investi la première fois en 2016, avant même d'arriver chez Airbnb. Ok. Et après, en effet, j'ai aimé ça. Et donc, c'est ce que je fais un peu en France, à Paris en tout cas, et en Algérie, mon Ok. pays. Tu avais une affinité avec l'immobilier? Quelqu'un t'en a parlé ou pas? Parce Non, que non, non. c'est sur Internet que Non, 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 non. La seule affinité que j'ai eue avec l'immobilier, c'est que quand je voulais chercher un appartement, je ne trouvais pas. J'ai vachement galéré pour trouver un appartement quand j'étais salarié. Et je pense que c'est un peu ça qui a réveillé le truc en moi en disant ça, c'est pas possible. Euh, Quand j'étais au Jardin du Marais, j'avais un très bon salaire. Mais j'arrivais pas à trouver un appart. Et même avant les Jardins du Marais, j'étais chez Stairway Management, justement avec Emmanuel Scuto, que tu connais très bien, Ouais. que je salue d'ailleurs d'ici. Emmanuel Scuto, c'était mon maître de stage. C'était professeur, en tout cas intervenant dans la même formation qu'on a fait tous les deux. Ouais. Et donc, il m'a pris aussi en stage professionnel. Donc, c'était assez intéressant. Et pendant que j'étais dans son stage, Emmanuel, tu me pardonneras, mais ouais, j'ai vraiment aussi galéré pour trouver un appartement. Donc, il y avait des soirs où je dormais dans le bureau de Stairway Management à Ivry-sur-Seine. Il le sait pas. Il le sait pas, maintenant il le sait. Donc, je sortais le soir et je disais aux collègues, j'étais le dernier à partir, quasiment l'avant-dernier pour faire un truc naturel, tu vois. Et Ouais. j'allais à la bibliothèque François Mitterrand, je me rappelle. Je prenais le bus, j'allais de Ivry-sur-Seine à la bibliothèque François Mitterrand, c'était pas très loin, 15-20 minutes. Je prenais une salade, etc. Et je retournais une fois m'être assuré que tout le Tout le monde monde était parti. était parti. Je rentrais au bureau et ça, j'ai fait ça peut-être 3-4 fois au bureau, entre deux dépannages par-ci par-là. Et en fait, c'est là où j'ai dit, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un salaire, un CDI, gagner ta vie et être en compétition avec la terre entière pour avoir un logement décent. Et Et c'est là où tu t'es dit, je vais acheter. ouais, c'était les débuts. Ouais. Il faut absolument que j'achète. Et en fait, le truc qui a vraiment déclenché tout ça, c'était en 2015. Ouais, en 2015. Donc, je te disais, j'étais au Jardin du Marais, je gagnais vraiment super bien. Et j'avais un très bon salaire. Et j'étais aussi naturalisé à ce moment-là, français. J'ai été naturalisé, je crois, en 2013 ou en 2014. Et donc, je faisais des visites parce que je me mariais. Et forcément, je vivais tout seul dans un studio. J'avais pour target un T2, quoi. Tu vois, histoire d'avoir un petit espace. Quand les choses ne vont pas bien, de pas être tout de suite, tu vois, devant la même personne, etc. Donc, normal, logique. Bon. Et pareil, grosse, grosse, grosse galère pour trouver l'appart. Je faisais des visites avec des commerciaux qui, au moment où ils prenaient mon dossier, me disaient ouais, génial, pas de crédit, 4 fois le loyer.
euh, l'avis des d'imposition nickel, etc. Enfin, carte d'identité française qui avait un petit souci, c'était marqué né en Algérie là-dedans. Je pense que cela bloquait pas mal certains propriétaires. Et du coup, je faisais la visite et me disais, ouais, génial le dossier, c'est sûr que vous allez l'avoir l'appartement et je vais tout faire pour que vous l'ayez. Et le lendemain, relance, pas de retour. Le surlendemain, pareil. Une fois, deux fois, trois fois, j'avais compris il y avait un souci. Jusqu'à ce qu'il y ait une petite intervention de quelqu'un que je connais qui m'a trouvé l'appartement. Donc en fait, les deux appartements dans lesquels j'ai habité, avant même d'acheter, c'est vraiment des appartements qu'un ami hôtelier, que je salue aussi, Jean-Marie Blanc, m'a trouvé. J'ai jamais réussi à trouver un appartement avec un dossier, etc. Et c'est là où je me suis dit, bon, non, c'est pas possible. Je vais investir, je vais acheter de l'immo, je vais faire de l'immobilier. Non seulement je vais le faire autrement, donc je vais vraiment faire des appartements hyper cool, hyper décents, bien décorés, comme si c'est moi qui vais y habiter. Et les gens qui vont postuler, bah, en fait, je vais faire au cœur aussi, pas que le dossier. Je vais essayer d'être un propriétaire sympa, pas un propriétaire méchant. Et alors, du coup, qu'est-ce que t'as jamais regretté d'avoir été sympa? Non, je regrette absolument pas. Ouais. Je mentirais si je dis que j'ai jamais eu de soucis. J'ai eu une fois un souci, Ça va? mais ça va. Sur combien de biens en plus? Sur, sur pas beaucoup de biens, sur peut-être trois, quatre biens. Ouais. Et au-delà de ça, en fait, ça me fait penser à une réflexion qu'a eu une fois Brian Chesky en disant que cette plateforme, en parlant d'Airbnb, elle a été créée sur la confiance. Que 99%, 99,99% des gens, c'est des gens bons, qui ont un bon fond. C'est pas parce qu'il y a peut-être 0,01% de personnes mal intentionnées que forcément la plateforme, elle va pas marcher ou elle va pas fonctionner. Il racontait, quand il allait voir les investisseurs et les fonds d'investissement, pour présenter l'idée, dire bon, on va ouvrir les appartements des gens, ils vont accueillir des gens chez eux. Ils l'ont pris un peu pour un fou. Et finalement, aujourd'hui, il y a des chambres chez l'habitant, il y a des gens qui vont dormir chez l'habitant, des gens qui louent leur appartement. Il y a d'autres concepts où les gens échangent leur maison. Ouais. Donc toi, tu es à Marrakech, l'autre famille est à Nice. Bah, en fait, vous faites une sorte de troc de biens pendant une durée déterminée où vous allez chacun profiter de la ville, etc., et du logement de manière complètement gratuite. Donc, tu vois, il y a aussi cette confiance-là. Donc non, ça m'a jamais porté préjudice le fait d'être un propriétaire pas méchant. Donc, chers propriétaires, soyez pas méchants. La nature humaine est très bonne, Oui, plus que ce qu'on croit. absolument. Et donc, sur les biens que tu as mis en courte durée, est-ce que tu as fait des erreurs, par exemple? Où tu te dis, genre là, vraiment, c'était cata, quoi. Ou tu as tout fait parfait? Non, non, alors, sur la courte durée, j'en ai pas beaucoup. J'en ai deux. J'en ai un Mm. sur lequel je fais du Airbnb à Marseille euh, en courte durée. Du Franchement, coup, tu vas changer de stratégie, non? pourquoi? Marseille, avec les 8 mois et tout ça. Non, parce que moi, j'ai fait le changement d'usage complètement légal, Ok, etc. Et j'ai eu quelque chose pour 4 ans. ok. Donc pendant 4 ans, je peux exploiter en. J'ai eu l'aval de la copropriété, etc. J'ai essayé de faire les choses Génial. bien. Donc là, tout va bien. Donc ce que je fais, donc c'est moi qui. Bon, avant c'était moi. Maintenant c'est plus moi. Je faisais le prix moi-même parce que j'aimais ça, je suis passionné. Mais j'ai quelqu'un qui me gère, et il le gère très très bien. Euh, qui a mis aussi des logiciels de RM ou en tout cas de pricing, je dirais. Euh, Guesti aussi? il utilise aussi Guesty parce qu'il a 50 lots à Marseille, 50 appartements. Mais il les gère très très bien puisque ma qualité a jamais chuté. Je suis à 4,90, 4,95 Bien. de notes avec plus de une centaine de commentaires, donc c'est vraiment super bien. Et à Paris, ouais, je gère tout aussi. Mais grâce à Guesty, je gère pas grand-chose, je dirais. Puisque en fait, toute la communication est automatisée, la serrure est connectée, les équipes de ménage sont informées, ils ont leur planning de manière automatique. J'ai aussi un outil de pricing dessus. C'est presque du revenu passif, j'ai envie de dire, malgré qu'il y ait parfois des petites choses à ajuster, la batterie à changer de la serrure connectée, etc. Un petit message par-ci, par-là d'un client, mais non, franchement, je dirais plutôt c'est bien géré. Maintenant, il y a toujours des aspects d'optimisation certainement, mais aujourd'hui, j'en suis plutôt content.
Ok. Donc ça veut dire que toi, tu es d'accord avec tous les personnes en ligne qui disent vous pouvez avoir un truc totalement automatisé, ne plus rien avoir à faire jamais, etc. Non, non, ça c'est du baratin, c'est pas vrai. Non. Quand on a 50, c'est pas quand on a deux, en tout cas un à Paris, comme moi je gère en courte durée, les autres ils sont en moyenne durée. Non, il y a toujours il y a des choses à faire. Après, il y a des outils, en effet, qui facilitent énormément la tâche. Ce matin, j'ai fait un rendez-vous avec un property manager qui me disait alors j'envoie les plannings pour les femmes de ménage sur WhatsApp. Les annonces, pareil, il les gère à la main. La communication avec les voyageurs. Il y a des tâches qui peuvent clairement être améliorées, optimisées. Moi, je ne pense pas que c'est un métier qui peut se faire sans humain. Je pense que l'apport de la technologie devrait permettre aux personnes qui travaillent de se concentrer sur des tâches qui ont de la valeur ajoutée et non pas sur l'envoi du planning des ménages, par exemple. Hein. Le planning, il y a des réservations, le planning est à jour, les réservations, en tout cas, les tâches doivent être automatiquement créées et envoyées. Et chaque personne faisant le ménage, elle doit avoir son planning déjà sur son téléphone. Et elle reçoit la tâche, elle peut l'accepter, la refuser. Si elle l'accepte, tant mieux. Si elle la refuse, toi, tu es informé en tant que manager, tu vas l'attribuer à quelqu'un d'autre, etc. Et aujourd'hui, en effet, avec les outils qui existent, ça facilite énormément la chose. Ça me permet, moi, à titre personnel, de faire aussi autre chose. Donc, je travaille pour Guesty, mais j'ai mes propres biens, j'investis, du conseil, etc. Mais sans ça, si j'avais la tête que en faisant ça, en gérant le personnel de ménage, en gérant l'ouverture et la fermeture des portes, ou en tout cas l'accueil des voyageurs, j'aurais certainement pas eu ce temps. Est-ce que ta stratégie d'investissement, même si là, on ne parle pas forcément de zone géographique, mais est-ce que tu penses que ta stratégie d'investissement en France, moi je suis biaisée parce que je sais que tu veux peut-être pas continuer à investir en France, c'est pour ça que j'essaie de formuler ma question correctement, mais un investisseur qui veut continuer à investir en France, est-ce que tu penses qu'il a raison de le faire en courte durée ou non avec tout ce qu'on sait de l'évolution du marché de la courte durée aujourd'hui? De durée, franchement, compliqué. Investir, ça dépend les endroits, j'ai envie de dire. On a vu la dernière loi, la loi Mm. Meur, c'est ça? Ouais, ouais, ça, et Voilà. puis Et l'analyse du beaucoup de profil et choses. tout ça. L'immobilier, en Ouais. fait, moi, pour moi, le vrai levier en France concernant l'immobilier, c'était le banque, c'est le levier bancaire. Mais aujourd'hui, quand on est de l'extérieur et on prend en effet tout ce que prend un propriétaire dans la gueule, je pense que c'est compliqué de le motiver. Alors, on va oublier quelqu'un qui est en France. On va prendre quelqu'un qui a énormément d'argent, qui veut investir dans l'immobilier. Et il a une panoplie de pays où il peut investir. Donc, on lui parle de la France. La France, ça reste quand même Paris, la ville la plus vite du monde, etc., qui vend du rêve. Mais si on lui parle des contraintes qu'il a en tant que propriétaire, plafonnement des loyers, trêve hivernale, gens qui peuvent squatter chez toi et que tu peux pas sortir chez toi. Y a pas, je crois, il y a 4 jours, j'ai vu une vidéo d'une femme qui dit elle a eu un petit héritage, elle a fait une rénovation sur un appartement qu'elle loue sur Airbnb pour pouvoir payer son propre loyer. Il y a quelqu'un, il est venu la squatter, enfin plusieurs personnes ont squatté son appartement entre deux séjours. Et ils sont restés quasiment 2 ans. Et la pauvre, elle a fini par presque être à la rue parce qu'elle n'arrivait Ouais, pas à les déloger. ouais. Donc ça, plus ça, plus ça, plus oui, tu peux pas faire, même dans ton propre appartement. Là, par exemple, tu me parles des 90 jours ou des 120 jours, on parle quand même de résidence principale. Imagine, même le droit à la propriété, il est un peu contesté, quoi. C'est chez toi, mais tu peux pas recevoir du monde chez toi euh, comme tu as envie. En tout cas. Enfin, c'est des choses un peu qui me dépassent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blocages ou beaucoup de bloqueurs pour les investisseurs tout court. On parlait des taxes, on parlait aujourd'hui notamment avec la nouvelle loi. Avant, on avait le LMNP qui était hyper intéressant. Aujourd'hui, euh, on va prendre tous les amortissements qu'on a générés pendant je sais pas combien d'années et qu'on va réinjecter à la sortie. Donc ta plus-value, elle va
fais 100 000 de plus-value, on va réinjecter peut-être les 100 000 d'amortissement, donc tu as fait 200 000 de plus-value. Ah, c'est pas, je sais pas. Moi, à titre perso, je pense qu'il y a toujours encore des choses à faire en France. Néanmoins, euh, on, on peut être aussi, je dirais, vigilant et en diversifiant un petit peu. Parce que la France me paraît aujourd'hui un peu trop. Oui, c'est sûr que pour un portefeuille d'investissement, c'est sûr qu'il faut toujours diversifier, tu as raison. Après, pour la courte durée en elle-même, si on se dit que la réglementation vient entraver la capacité d'un certain nombre d'acteurs à accéder à la courte durée, est-ce que c'est pas enfin la barrière à l'entrée dont on a besoin dans le domaine d'activité pour arrêter ce bouillon de culture perpétuel qu'on est obligé de gérer avec Madame Michu qui met son truc par-dessus la jambe sur Airbnb et nous qui essayons de faire un travail professionnel à côté de ça, tu vois. Et en fait, je me dis, au final, on peut aussi prendre le truc à l'inverse et se dire, mais en fait, mon Dieu, c'est enfin ça, la barrière à l'entrée, à l'accès à notre domaine d'activité dont on a besoin pour rester au maximum entre professionnels. Peut-être, c'est peut-être une vision intégriste hein, des choses, mais Non, parce que les professionnels dont tu parles, ils gèrent aussi les biens de Madame Dupont et Monsieur Leroy, oui. quoi. Et si c'est eux-mêmes, c'est les premières victimes de toutes ces lois et de toutes ces réglementations, parfois un peu arbitraires. Donc, conciergerie du ciel, si on l'empêche, en tout cas si on empêche ces propriétaires à faire de la location saisonnière en réduisant déjà de 90 jours, en les interdisant carrément euh, parce que c'est des résidences secondaires, comme les changements d'usage à Paris, tu sais, c'est quasi impossible. Euh, non, on tue aussi la profession. C'est pas que Madame Dupont. Madame Dupont, au pire des cas, elle va mettre ça sur la longue durée si c'est une résidence, enfin, si c'est un investissement, ou elle va juste fermer comme elle fait à Biarritz tout l'hiver, elle va baisser les rideaux et l'été, elle va y passer un mois ou deux. Et les commerçants qui sont dans ces régions-là, ils sont aussi victimes de ces décisions. Parce que au lieu de travailler peut-être toute l'année, il y a du monde. Ça, on ne pourra pas le contredire. Airbnb a permis quand même à- au tourisme de se diversifier sur un grand espace au niveau du territoire. Aujourd'hui, c'est pas que Paris qui bénéficie de la location saisonnière. Mais vraiment, les gens, ils vont dans des villages, etc. Ils vont chez des agriculteurs. Et oui, ça leur porte un peu préjudice. Alors c'est une question un peu classique, mais bon, je te la pose quand même, tant pis. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois dans le domaine en général? Avec ton expérience justement de loueur toi-même Ouais. et ton expérience professionnelle. Alors, je vois deux, trois points qui m'ont toujours dérangé. Le premier, c'est le choix des biens pour un professionnel. Euh, Parfois, on a envie de bien faire, de scaler le business, d'aller passer peut-être de trois appartements à 15, 20 très rapidement, mais on ramasse tout et c'est pas bon. Donc pour moi, ça c'est une erreur capitale. La qualité, quality first. Il faut vraiment passer son temps encore une fois sur des choses qui ont de la valeur et des choses qui ont de la valeur. Enfin, si je récupère un appartement complètement dégueulasse et en pensant avec un coup de peinture que je vais le remettre au niveau et de 3-4 séjours, les plaintes commencent à tomber, les suspensions, les annonces, le compte, etc. Ça, c'est pas bon. Le choix des personnes avec qui on travaille aussi, c'est hyper important. Moi, j'ai vu des concierges, sans nommer quoi. J'ai vu des patrons de boîtes se faire hurler dessus par certains propriétaires. Vraiment, c'était presque du harcèlement, du manque de respect. Je me disais, et en fait, tu sens vraiment fort que sont en train de galérer humainement, personnellement. C'est quand même leur gain de pain. Mm. Donc le choix des propriétaires avec qui on va travailler est hyper important. Un propriétaire, il a beau à t'apporter peut-être le meilleur appartement, la meilleure annonce dans la ville où tu es en train d'opérer. Si c'est un propriétaire méchant, encore une fois, je pense qu'il va plus t'impacter négativement versus le peu d'argent, l'argent que tu vas gagner en gérant son appart.
Donc, choix des biens, choix des propriétaires, choix de la technologie aussi. Il y a des gens aussi qui pensent, j'ai vu pas mal d'erreurs comme ça, qui pensent être des Superman ou des hommes à tout faire. C'est faux. On peut pas être un homme ou une femme à tout faire. Quand on fait ce métier-là, il faut se professionnaliser dès le départ, il faut s'équiper dès le départ. Donc, ils sont encore dans leur planning avec leur cahier, même des hôteliers aujourd'hui, ça existe. Il faut vraiment se professionnaliser dès le départ. Ça, c'est un peu ma devise. Quand je commence une chose, il faut vraiment être équipé pour être parmi les meilleurs, sinon il ne faut pas la faire. Il ne me dit pas, oui, je vais prendre tel outil qui vaut 2 centimes jusqu'au jour où je vais avoir peut-être 50 biens. Mais entre passer de 2 biens à 50 biens et de changer de au moment où tu as 50 biens à une autre solution, ça va te prendre tellement de temps, prendre tellement la tête aussi. Donc oui, s'équiper avec les meilleurs outils, être accompagné. Tout le monde n'est pas photographe, par exemple. J'ai vu pas mal de gens prendre des photos avec leur téléphone, même des hôteliers. Hein. Je Ah pointe du bon? doigt, je te jure, personne. J'ai Oh. vu des hôteliers donner à leurs stagiaires prendre des photos avec leur téléphone et parfois tu vois dans le miroir le petit stagiaire, etc. C'est catastrophique. C'est des hôteliers qui ont fait en tout cas des millions de chiffres d'affaires annuels, des millions, on parle de millions, et qui Avec les dépensent. photos du stagiaire. Exactement, et qui ne dépensent pas sur les photos. Donc on ne peut pas être photographe, revenu manager, directeur, investisseur immobilier, va aller voir les banques, négocier avec les propriétaires, changer les ampoules, payer Ouais. les salaires, Faire le ménage. faire le ménage. Non. Commercial, financier. Commercial, non, c'est pas possible. Guys, faites vos calculs et entourez-vous des gens qui sont experts dans leur métier. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Si tu es bon dans le choix des appartements, dans le sourcing des appartements, tu sais de serrer des mains, rassurer le propriétaire, signer des deals, fais ça. Tu as une équipe, tu as peut-être recruté, tu vas s'occuper d'autre chose, mais la comptabilité, tu vas pas me dire je vais faire la comptabilité. Passe par un comptable, c'est peut-être mieux de passer par un comptable. Voilà. C'est un peu le troisième, je dirais, pilier des erreurs que j'ai vu énormément. Et parfois, tu vois, quand tu as envie de dire au mec ou à la personne en face, ne fais pas ça, t'as pas envie de Froissé? la froisser, mais tu Mm. sais très bien, tu es en train de voir qu'elle est en train de prendre un mur, mais colossal, et elle y va à grande vitesse. Tu le dis discrètement en disant, ouais, essaie de manager un peu ton temps, essaie de, pas d'externaliser, mais de, comment dire, euh, déléguer Mhm. certaines choses de ton métier. Euh, et c'est un peu ce que je vois comme erreur aujourd'hui. Ok, super. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait aller vers Guesty après? Alors, ce qui m'a fait passer chez Guesty, en gros, sur ma fin chez Airbnb, je me dis qu'est-ce que je vais faire maintenant. L'hôtellerie, je me voyais pas du tout revenir là-dedans, avec le costard, cravate et faire du revenu management derrière l'écran. Ah, t'avais pris le goût des startups en fait. J'ai grave Parce que moi, pris. je te croyais très très en affinité avec l'hôtellerie de luxe justement, donc t'avais pas envie d'y J'adore les hôtels de retourner. luxe pour maintenant y passer du temps et travailler avec mon ordinateur et mon cappuccino, tu vois. Mais, Ouais. et pour y passer aussi quelques nuitées, mais non, pas pour y travailler. Ça me paraît, je vois pas que ça soit pour moi. J'adore la tech, en effet. J'ai pris vraiment goût pour la tech et pour les startups. Et donc, je me disais, Mike, c'est quoi le next move? Et avec Guesty, j'avais des propriétaires, en tout cas des property managers qui utilisaient Guesty. Je me dis, en fait, ces gens-là, en tout cas ces property managers-là, ils m'ont jamais appelé, embêté pour me dire, est-ce que tu connaîtrais pas un autre channel manager à me recommander? Ça, c'est quand j'étais chez Airbnb. Alors, j'aimerais bien en savoir un peu plus, donc je regarde un peu l'outil. C'est hyper bon, hyper fort. Je regarde un peu ce qui se fait sur le marché américain US, qui est le marché numéro 1, qui sont clairement de loin leaders du marché. Et voilà, pareil, un peu, moi j'aime bien créer des liens avant. Je choisis un peu les personnes aussi avec qui je travaille, donc je contacte le CEO de la boîte sur LinkedIn en disant bah, en fait, je pense que je suis un peu, je vais certainement partir de Airbnb après 6 ans. Et je pense pouvoir apporter quelque chose à Guesty en France et réciproquement, parce que la solution, elle est phénoménale. C'est 300 développeurs qui développent Ouais, c'est l'outil. 300 développeurs, je crois que tu Ouais, m'avais dit. je Comparé aux autres channels, c'est. vois que tous les channel managers, si tu les réunis, ils n'ont pas 300 salariés tous ensemble. Là, on parle seulement de développeurs. Guesty aujourd'hui, c'est 700 salariés,
300 développeurs. Et donc, c'est des release product quotidiennes. Tous les jours, il y a des nouveautés. On a fait ça, on a fait ça. Ça en bêta, ça en pilote, ça en bêta, ça en pilote, tous les jours. Euh, il y a beaucoup d'argent aussi qui est investi. Ils ont levé, je crois, 450 millions. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, Quelles énormément étaient d'argent. les levées de fonds Il y a eu Ouais. une grosse levée de fonds Grosse levée de fonds la dernière. récemment. Ouais, exactement. Ouais. Je pense au total, il y a 450 millions. Il y a le projet d'être coté en bourse pour être vraiment au Nasdaq aux États-Unis. Donc, tu vois, c'est quand même assez costaud. Et moi, j'aimais bien cette tech-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé chez eux. Et la première année, c'était vraiment. Il y avait deux sujets, je dirais, quand je suis arrivé chez Gassi. Le premier sujet, c'était le prix. Et le deuxième, enfin, premier sujet, je dirais, la langue. Gassi ne parlait pas français. On a traduit le site, enfin, on a traduit le produit. Ah, vous avez traduit quand tu es arrivé Ouais, Il c'était y a 1 an et demi, en fait. 1 an et demi. C'était vraiment la priorité. Je leur ai dit, bon, je pense qu'on peut clairement. Gassi peut être numéro 1 en France. Il y a deux aspects clairement à revoir. Premier, hyper important, c'est la langue. Ouais. C'est toujours marrant. Ça me fait penser à une collègue que j'avais chez Airbnb, qui était irlandaise et qui parlait pas français. Donc elle envoyait parfois des mails en anglais à des Français. Et elle montrait les retours qu'elle a parfois. C'est vraiment hardcore. Elle se faisait parfois vraiment démonter par des mails hyper agressifs. Et jusqu'au jour de Sur le fait qu'elle parle pas français. sur le fait qu'elle parle pas français. On est en France, aux armes, aux citoyens. C'était ouais, c'est très spécial. Ouais, Et parfois, on a compliqué. même affaire à des gens qui parlent anglais, mais qui disent non, non, je veux que ça soit en français, je veux que ça parle. Je comprends. Je comprends. Quand tu veux investir dans un pays, en tout cas quand tu veux devenir numéro 1 dans un pays, tu t'adaptes au minimum à la langue parlée dans ce pays-là. Et ça, Mais c'était tu sais, le premier ça, je croyais sujet. que c'était un problème que des Français qui étaient trop bornés sur leur langue. Et je crois que c'est pareil en Italie, c'est pareil en Allemagne. Ouais, Tu peux pas adresser. Je me renseigne un peu sur comment développer un nouveau marché, etc. Et les échos que j'ai, c'est tu peux pas aller en Allemagne sans faire un truc en allemand, tu vois. ouais, dans la base. Je crois que c'est un peu Alors, est-ce que c'est l'Europe qui a un problème d'ouverture? Je sais pas, mais Je pense quand même que les Français, ils sont un peu plus. les Français sont plus velléitaires Ouais, pour toutes exactement. les choses de la vie. Et surtout pour la langue, quoi. Attends, quand tu es face à quelqu'un qui comprend parfaitement la langue et qui dit non, c'est bon. Mais je les comprends, honnêtement. Quand tu as une boîte et que tu veux encore une fois investir dans un marché et que c'est important pour toi, les Chinois, quand ils envoient un produit en France, ils l'envoient en français. Le manuel est en français. Voilà, c'est le Oui. minimum, quoi. Donc il y avait ça, il y avait le prix aussi. Le prix était un blocage, un gros blocage. Revu un petit peu on reste quand même, enfin, il reste une boîte qui est un peu au-dessus de la moyenne. Quand tu vois la valeur ajoutée, apportée, moi à titre perso, bon, Ça, c'est une question, c'est intéressant que tu nous parles de ça, parce que ça, c'est une question aussi que beaucoup de property managers se posent. À partir du moment où ils créent leur boîte avec un positionnement plus haut de gamme, comment, dans une démarche commerciale, tu sors du sujet de oui, mais vous êtes plus cher. Et je pense que beaucoup de dirigeants de conciergerie qui décident d'avoir ce positionnement-là, pardon, c'est l'anglais qui vient. galère. Ouais, peuvent avoir des difficultés à Mm. défendre en fait leur positionnement. Comment tu fais ça, toi? On revient un peu au choix des propriétaires, Mm. finalement, au choix de la marque, au positionnement de la marque. De toute façon, tu ne pourras jamais travailler avec tout le monde. Et moi, j'ai eu des cas comme ça. Je me rappelle lancé quand j'ai lancé ma boîte de revenu management, j'avais des hôteliers qui me disaient, mais tel, il prend 500 euros par mois. Moi, je facturais 3 000 euros, 4 000 euros, l'externalisation totale du revenu management. J'étais 4 fois, 5 fois plus cher. Et je leur disais, bon, c'est pas grave, oui. Allez travailler avec cette. C'est comme ouais, c'est comme dans tout, quoi. Tu vas prendre un vol, tu as la classe éco, la classe business, la classe première, t'as les compagnies qui n'ont pas le même prix de par le prestige. Quand on parle prestige, on parle aussi investissement. Tu vois, on fout de n'importe quelle solution. Prenons le cas, en effet, restons dans les PMS ou ailleurs. Un PMS, quand tu sais qu'il y a 300 ingénieurs à payer tous les mois versus 5, c'est un peu normal. Et surtout, la valeur apportée par l'outil, en tout cas l'avancée technologique qui est apportée par l'outil, c'est un peu normal d'être un peu au-dessus du marché. Maintenant, quand je suis property manager et je veux voir un propriétaire pour lui dire, écoute, moi je me suis équipé avec les meilleures solutions qui
marché. Site internet qui n'a pas été fait par un robot quelque part. J'ai un vrai branding, j'ai des ménages peut-être internalisés, des produits d'accueil hyper quali. J'ai une communication 24 sur 24 avec les voyageurs. Ton logement, il n'aura pas un seul souci. J'ai des équipes, en effet, des handymen qui vont faire aussi tout ce qui est. On va tout faire. Exactement. Je pourrais justifier facilement peut-être les 25% de commission parce que j'apporte une tranquillité absolue à mon propriétaire. Euh, S'il ne veut pas, en effet, il y a des conciergeries qui vont peut-être prendre 10%. Il y en a, hein. 10, 12, 15, j'en sais Ouais, rien. ouais, ça- Mais son annonce, son appartement, il ne sera pas dans le même état, peut-être certainement. C'est pas juste une question de je vais gonfler mon prix ou je vais charger le maximum pour avoir le maximum. Parfois, cher propriétaire, vous avez face à vous des conciergeries ou des boîtes qui sont équipées, qui ont investi de l'argent, du temps pour avoir un service de qualité sur le long terme. C'est normal qu'il soit rétribué à ce niveau-là, quoi. Hmm. Une question peut-être aussi sur Guesty. Le préjugé qu'on peut avoir à l'extérieur sur Guesty, c'est que c'est que pour les grosses boîtes. En tout C'est cas, vrai. que pour beaucoup de biens, tu vois. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est correct ou est-ce que ça l'est pas? C'est un préjugé qui est correct. Le préjugé est correct, mais c'est pas correct. Pourquoi? Parce que peut-être c'était aussi lié à la barrière du prix au départ. Donc aujourd'hui, Oui. ici, il y a deux produits. Il y en aura peut-être un troisième, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a deux produits. Le premier, c'est Guesty Light. Entre 1 et 3 annonces, ça te permet de gérer tes appartements. Même Madame Dupont, elle plug Airbnb, Booking, etc. Elle gère tout à partir de. Entre 3 et jusqu'à enfin, plus, on a le produit Guesty Pro. Et aujourd'hui, j'ai des clients qui ont signé avec 5 biens, 10 biens, 20 biens. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça permet de centraliser tout ce métier-là, d'avoir un calendrier au même endroit avec ton téléphone ou devant ton ordinateur, tu peux tout faire. Donc, je pense que le préjugé était vrai dans le passé à cause de la barrière du prix. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est quoi les choses dont tu es le plus fier dans la solution? Ou Euh, les talents cachés un peu de la solution qu'on soupçonnerait pas, tu vois? je pense que, bon, en fait, hier, il y a eu l'annonce de faire de plus partenaires d'Airbnb. Au début, ils ont toujours été J'ai signé un deal à Paris, live, sans nommer la personne, parti chez un autre concurrent. Il m'a dit, il se reconnaîtra s'il entend ça. Il m'a dit, je te mets au défi. Tu viens dans mon bureau. Si tu m'assures telle fonctionnalité, je signe tout de suite. Et je sais pas. Il s'assoit et me dit, regarde, sors-moi ton Gassi et fais un changement de tarif. Je veux voir, top chrono, combien ça me prend pour que ça soit reflété sur booking.com. On l'a fait, 1 minute 30, 1 minute 20. Il m'a dit, on n'arrêtait pas d'actualiser la page. 1 minute 20 secondes, le prix était reflété avec le texte. Il a signé le deal sur place. On parle de quelqu'un qui a 60. Parce qu'il était chez des concurrents qui envoient des mises à jour 2 fois par jour, un truc comme ça. Ok. Pricing. Et toi qui es dans le RM, si tu changes ton tarif le matin, t'as pas envie d'attendre 6 heures pour que le prix remonte parce qu'entre-temps, il y a eu des réservations au mauvais prix, quoi. Donc oui, l'API est très 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 robuste. Euh, Aucun problème de double booking ou quoi que ce soit, double réservation, pardon. Et sinon, moi j'aime beaucoup la messagerie unifiée de Guesty dans laquelle il y a la possibilité de parler aux voyageurs sur plusieurs canaux, WhatsApp, SMS, intranet de la plateforme sur laquelle la réservation est faite, email. Tu peux même laisser une note en interne pour quelqu'un de ton équipe et tout est tracé. On sait qui a écrit quoi, à quelle heure, etc. Si c'est un message automatique, si c'est Elise qui a répondu à la voyageuse ou si c'est Madeleine qui a envoyé un rappel par SMS pour les instructions d'arrivée. Super. Donc, tu vas faire une présentation au salon, au rendez-vous des pros de la location saisonnière, Oui, le 15 et 16 mai.
Tu vas faire une présentation, tu le disais tout à l'heure, sur comment est-ce que ça peut aider de digitaliser son activité, l'automatisation. Je crois que vous avez parlé d'IA aussi un petit On va peu. parler de l'automatisation mariée en effet avec de l'intelligence artificielle pour Mm. voir en effet ce qu'on peut faire avec un outil comme ça. Toujours dans le but de gagner du temps et de consacrer ce temps-là aux choses qui ont vraiment de la valeur, qui apportent de la valeur à l'entreprise. Peut-être en optimisant ce temps-là, j'aurai, moi, en tant que peut-être directeur ou propriétaire, plus de temps à aller convaincre des propriétaires. Et au-delà du business, j'aurai peut-être le temps d'aller prendre un déj ou un petit déj avec mon épouse, avec mes enfants, etc. Parce qu'il faut dire aussi que c'est un métier très, très difficile Mhm. et qui est très time demanding. Donc, il prend beaucoup, beaucoup de temps. En fait, finalement, le vrai gain, c'est le temps. De toute façon, on se bat tous pour avoir plus de temps. Ouais, 24 heures, c'est pas assez. ouais. Et le temps, c'est de l'argent. Mm. Au final, quand on optimise son temps, on optimise aussi l'argent. On optimise son bien-être. Euh, et la tech, elle ne doit contribuer qu'à ça. Si, peu importe l'outil, ils ne mettent pas à optimiser ce temps-là, à gagner quelque chose en- dans l'automatisation ou dans l'exécution de la tâche, je vois pas l'intérêt. Les channel managers, ils ont été créés pour aider les gens à mettre un bien dans un endroit et ce dernier, il va alimenter toutes les plateformes et premier arrivé, premier servi. Avant, on demandera à nos grands-pères, mais ou non, même à nos parents. Avant, les hôteliers, ils mettaient un appartement sur Booking, un appartement sur Expedia, sur Agoda, sur les tour opérateurs, les extranets des tour opérateurs, sauf qu'il a un seul appartement. On parle peut-être parle de chambre d'hôtel. Cette chambre-là, il y a une seule chambre. Donc, quand elle est réservée, qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Il va aller sur chaque site internet et il va le fermer à la main. Quand il change un prix, il faut qu'il change sur toutes les plateformes. Alors, on gagne en maturité, on gagne en temps, on gagne en automatisation et c'est un peu le but, quoi. C'est juste un Ouais, exemple parmi tant d'autres. c'est vrai. Mm. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué l'intérêt aussi d'un channel manager. Oui, oui. Tu as raison de le rappeler. C'est un peu ça En l'intérêt. fait, il y a le PMS et il y a le channel manager. Le channel manager, il permet en effet juste de gérer le management des channels, la gestion des canaux de distribution. Donc, il y a le site internet et toutes les plateformes possibles et imaginaires sur lesquelles on peut être commercialisé. Il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à se cross-lister un maximum. En diversifiant sa distribution, c'est mieux que d'être dépendant d'une plateforme ou d'une autre. Ça, c'est le premier conseil. Et surtout, on n'oublie pas de penser à sa propre marque. Beaucoup de gens ils me disent ouais, moi je suis déjà plein à 100% avec tel ou tel. Ouais, c'est bien, mais demain il y a un problème. Demain il y a un client qui se plaint. Demain il y a une plateforme. Parce qu'on Il fait bloque un ton métier annonce. humain, hein, exactement. Une plateforme qui prend une décision qui n'est pas forcément la bonne et qui va te Mm. bloquer ton annonce Mm. par erreur, parce que l'agent a écouté un témoignage d'un voyageur et il est tombé un peu dans le piège, il t'a suspendu ton annonce. Ton annonce, demain, il y a tellement de concurrence, elle a été impactée dans le ranking, elle a plus la même visibilité qu'avant. C'est pas non plus une garantie à vie d'être à 100% et ou à 90% et que sur les autres plateformes. C'est quand même bien de penser à sa propre marque et de développer ça. Ça, c'est vraiment, c'est hyper important comme message que je veux passer. Et donc oui, on se cross-list avec le channel manager, on envoie les prix, les disponibilités, et après les réservations, elles tombent également dans le PMS, le Property Management System, le PMS qui me permet aussi de gérer la communication avec les voyageurs, le planning avec les équipes, qui me permet de gérer les utilisateurs aussi, qui peut faire quoi. Telle personne elle a accès au planning, telle personne elle a accès uniquement aux tâches de ménage. L'aspect analytique, comme un PMS hôtelier pour ceux qui connaissent l'hôtellerie. C'est vraiment le logiciel qu'on utilise vraiment pour tout dans cette activité. Donc ça, c'est le PMS et le Channel Manager, on l'a abordé. Ok. Est-ce que tu penses que l'écosystème en France, peut-être pour continuer sur la partie écosystème, le salon, etc., est-ce que tu penses que l'écosystème en France, il a évolué ces dernières années? Oui, certainement. Il évolue positivement. Il y a pas mal de belles initiatives qui ont été prises. Toi, tu as commencé avec ton rendez-vous national d'allocation saisonnière qui a quand même pas mal fédéré. Il y a des gens qui sont venus. Il y a le SPLM aussi qui a été créé avec Marie. Il y a d'autres événements qui s'organisent.
Et en effet, ça se professionnalise et je pense que ça va dans le bon sens. Ce que j'ai remarqué aussi en arrivant chez Gassi, c'est que quand on compare avec les Américains, ou en tout cas le marché US, ils ont quand même énormément d'avance par rapport au marché français. Même les property managers. J'ai vu des property managers connecter MailChimp à Guesty. On est connecté à MailChimp, par exemple, pour envoyer des newsletters à leurs voyageurs en disant Adelaine, parce que dans le check-in form qu'il envoie automatiquement, il y a ma date de naissance, par exemple, et il a un truc automatisé pour dire joyeux anniversaire Adelaine, la prochaine fois, pour tes 25 ans, parce que bien évidemment j'ai 20 ans seulement. Je rigole. Évidemment, évidemment. Pour tes 25 ans, tu bénéficies d'un discount de 25% en passant par notre site internet demain. Des intégrations dingues. On dirait vraiment une start-up dans la start-up. C'est pas que aller chercher un voyageur et le mettre dans l'appartement. Et tu as des histoires comme ça, des success stories, ou des couples qui ont démarré avec 5, 10 biens, et aujourd'hui gèrent des centaines d'appartements qui sont vraiment énormément d'argent parce qu'ils ont su faire le bon puzzle technologique, tu sais, en intégrant ça. Ils ont vraiment créé des marques. Et même des marques en France, il y en a pas mal aussi. Aujourd'hui, moi, il y a des marques qui m'inspirent pas mal, beaucoup, comme iStay, par exemple, comme Edgar Suite. Euh, pourquoi je te dis ça? J'ai oublié. Pour parler de l'évolution du marché, il y a vraiment des belles initiatives qui sont prises. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il faudrait juste que les politiques parfois suivent avec, et qu'ils écoutent un peu plus les entrepreneurs et ce monde privé. Parce que quand on parle, quand on s'écoute, on finit toujours par trouver un terrain d'entente. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les politiques ne vont pas dans le sens de la profession, en tout cas. Pas beaucoup d'échanges, quoi. Ah oui, complètement. D'où l'intérêt aussi de soutenir des structures comme le SPLM, Absolument. qui sont vraiment des acteurs qui font. Alors, je ne sais pas si on dit qu'ils font du lobbying, je ne sais pas ce que Marie dirait de ça. Est-ce qu'elle serait d'accord ou pas? Je sais pas, ouais, ben, tout métier a une fédération aujourd'hui. Les hôteliers, ils ont l'UMI, par exemple, tu vois. Et Ouais. l'UMI, il tape L'UMI est surpuissant. est surpuissant partout. Et Financé par qui d'ailleurs? Par les hôteliers eux-mêmes, par non? les hôteliers eux-mêmes, ouais. C'est une sorte de syndicat, je sais pas, d'association d'hôteliers. Il y a pas que d'ailleurs, les hôteliers, ils n'ont pas que l'UMI, ils ont aussi d'autres associations, la TOP, je sais pas d'autres. Enfin, je connaissais tous les hôteliers, mais il faut en effet se fédérer. Et parfois, tu entends des discours, non mais moi j'en ai pas. Si on veut professionnaliser, il faut aussi tourner un peu vers les autres et voir ce qui se passe sur le marché, faire des parallèles avec d'autres métiers. Oui, complètement. C'est comme ça que le secteur pourrait avancer, s'améliorer. Complètement. Sur ton expérience, sur ta présence au salon, sur les trois, j'allais dire trois dernières éditions, pas du tout, parce que c'est la Désolé. troisième le mois Ouais. prochain, les deux dernières. Tu penses que les visiteurs ils viennent chercher quoi au salon? Je pense que c'est des visiteurs qui viennent, par curiosité, certainement. Il y a beaucoup, moi, la première édition, j'étais assez étonné de voir des jeunes entrepreneurs qui veulent changer de métier, etc., qui viennent un peu chercher l'information, finalement. Et comme je disais tout à l'heure à un ami, le prix de l'information, il est inestimable. Venir, boire un café, serrer des mains à des gens qui sont un peu dans la même situation dans le secteur pour dire voilà comment ça fonctionne, voilà. Je pense qu'en une journée, ils vont prendre, sans aucune exagération, en parlant juste avec des gens, ils vont peut-être prendre 2 mois, 3 mois de formation, quoi. Et pour moi, ça, c'est l'énorme intérêt des salons. C'est pour ça que j'adore aller dans les salons, parler à des gens. Moi, j'ai signé des deals dans des salons. J'ai créé des amitiés dans des salons. Donc, au final, de la discussion, j'ai eu la lumière. Et les gens, ils viennent pour ça, je pense, pour apprendre des choses et pour voir aussi les avancées technologiques, parce qu'il y a des gens qui reviennent la deuxième édition, la troisième édition, pour comparer, voilà, tel outil, il était comment, est-ce que pour me dire, ouais, est-ce que si maintenant vous avez telle fonctionnalité, l'année dernière, vous l'aviez pas. Oui, c'est en bêta, c'est en pilote, non, on l'a toujours pas, etc. Tu vois, c'est Ouais. intéressant parce qu'ils ont cette mémoire pour comparer le point A avec le point B. Et puis, ils cherchent aussi le fun. T'as intérêt à mettre un peu de fun dans cette troisième édition. Quel genre de fun alors? Je sais Vas-y, pas, la dis-moi. musique, je sais De la pas. musique? Non, mais. Tout le monde est là en train de parler et tout le monde Ouais. discute si je Non, mais t'as fait quand même un dîner le soir.
Oui, il y a un dîner la veille au soir Mais ça, c'est pour pour qui? C'est les. que pour les exposants, les exposants. Non, c'est pour les visites. Enfin, il y a des exposants, mais c'est aussi pour les visiteurs Ah, qui c'est ont plus de 20 bien. biens. Et est-ce qu'on peut faire la Ouais. fête après le dîner? L'année dernière, je me suis posé la question, mais ça s'est terminé à 23h, 23h30, et on m'a dit c'est un peu tard parce que le lendemain, il y a le salon, tu vois. Ah oui, c'est vrai, c'est Donc vrai. en fait, Ah, personne s'ils n'est avaient en fait la mode fête, fiesta. Ouais, ouais. ouais, non, Mm. c'est clair. Et en plus, notre salon, il est sur une journée, donc tout le monde a envie d'être supra-opérationnel pour Ça me fait la penser à journée. quelqu'un qu'on a rencontré dans un salon qui a fait la fête et qui s'est pas pointé le lendemain Oui, c'est qu'on avait. On Il lui s'est fait, on lui ré- fait une petite on dédicace. on lui fait une petite dédicace, il a un peu trop bu. Il est resté très tard, à Mais nous, pas 4-5 du heures. tout. Nous, on était à l'heure, nous. Moi, j'étais là à 8 heures du matin dans les bouchons parisiens. Et, et finalement, on a pris un café avec Elise. On a discuté C'est de vrai. tout. Et ce mec, il s'est pointé à 16 heures le jour même de l'événement. C'était très, très rigolo. C'est Mais vrai. très sympa d'ailleurs. C'est vrai, on a On passé un salue. moment. Ouais. On le salue, ouais. Donc ça peut présenter ce Non, risque-là. non, non, Tu il vois, faut pas le ça- faire. On a un use case très clair, tu vois. On l'a C'est ça. testé, on a vu. C'est pas idéal. Et toi, en tant qu'exposant, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte le plus? J'imagine rencontrer des personnes qui seraient intéressées par Guesty, peut-être rencontrer tes clients aussi. On rencontre nos clients, on rencontre des prospects, on rencontre des investisseurs parfois, qui cherchent, des entrepreneurs qui se cherchent aussi. Non, franchement, c'est hyper intéressant. L'année dernière, c'était excellent. Euh, on signe parfois des deals aussi sur place, ça peut arriver. Euh, et ça apporte aussi de la visibilité. Parfois, tu sais, revenir au même endroit plusieurs années, au même moment, etc., les gens, ils vont finir par comprendre qu'en effet, cette entreprise est vraiment en place, quoi. Ouais, Et puis, moi, ça m'apporte aussi. J'aime beaucoup revoir tous les confrères qui travaillent dans l'industrie. ouais, C'est hyper c'est fun, aussi j'adore chouette ça. ça, tu vois. C'est pour ça que peut-être j'ai ce besoin de faire la fête parfois avec eux. On fait tous un métier un peu difficile. Et puis, tu vois, rencontrer toute l'industrie. Et aujourd'hui, dans tous les salons, on se revoit encore. Et c'est très marrant. On est quand même une petite famille dans ce grand secteur de la location saisonnière. C'est vrai que le fait de il y a 2 volets. Il y a le fait de se revoir entre exposants, entre Mhm. marques, où Mhm. en fait on se suit, sur les événements, on Partout. est hyper Ouais. content de se retrouver et cetera. Et puis il y a le moi je trouve que les marques aussi qui, sont présentes sur les salons, c'est alors pareil, je sais pas si je vais avoir le bon mot, mais c'est pas une, alors j'ai démarche d'humilité qui me vient, mais là c'est pas du tout, ça que je veux dire, mais un peu quand même, tu vois? Le fait de se dire en fait on va venir rencontrer les gens, tu vois? Et Mhm. être présent en humain, je trouve il y a un truc hyper fort quand on est une marque et qu'on a envie d'être là, présent physiquement et de rencontrer les gens, quoi. Ah, c'est hyper important. Et c'est important pour nous, mais je pense que c'est important aussi pour les visiteurs de pouvoir mettre des visages humains derrière Absolument. des noms, quoi. Et surtout dans la culture française aussi. Il y a des deals où signer, c'est obligatoire pour les gens de me voir, de me sentir, de serrer ma main, quoi. Et c'était hyper intéressant, enfin, c'était hyper important. Ouais. J'ai Ouais, parlé de cette anecdote, le mec il m'a dit il faut que tu viennes dans mon bureau et que tu fasses le test devant moi. ouais, Et ça, t'as beau avoir une Rolls-Royce, avec certains clients, s'ils la voient pas devant eux, belle, lavée, etc., ils signeront jamais, même s'ils ont 5 fois, 10 fois son prix. ouais. C'est pas une question uniquement de marque, etc. Ils ont besoin d'être rassurés par cette présence humaine et par ce côté relationnel. Il y a des gens qui ne signent de deal autour d'un bon repas, de cette connexion humaine. Il y a des gens, s'ils n'aiment pas la personne en face, ils ne signeront jamais, peu importe ce que tu leur apportes. Donc, ouais, il faut répondre à ce besoin. Les gens qui ont envie de parler, de voir une personne, ça leur fait plaisir aussi de voir des professionnels, des experts dans leur métier, venir vers eux, leur présenter des choses, leur expliquer des choses. Complètement. Et en fait, alors je retire pas mon mot d'humilité. Parce que tu vois, typiquement, pour des marques comme Booking.com par exemple. Booking.com n'a pas besoin d'être présent dans les salons et pourtant Booking.com est présent dans tous les salons. Et je trouve que là, typiquement, c'est une belle illustration d'humilité que de venir et dire en fait, on va entendre aussi ce que vous avez à nous dire sur notre solution, tu vois. Oui, non, je comprends ton point. Oui, c'est vrai. C'est marrant, mon Booking, je les vois un peu partout, chaque fois présent. Après, bon, il faut pas se voiler la face aussi, ils le font pour le business, comme nous tous, Bien sûr, comme toutes les marques. Mais comme comme toutes tous les les marques, visiteurs aussi. Tout et le comme monde tous est les là pour le visiteurs, business. exactement.
Mais oui, il y a cette. Je pense que Booking, c'est clairement un bel exemple d'une boîte tu vois, qui est sortie un peu de son confort, qui était à la base de la commercialisation des hôtels, où ils excellaient aussi, mais qui se sont dit, bon, on va s'intéresser aussi on va s'intéresser à ce volet d'appartements et de location saisonnière. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'ils aient des choses à améliorer, que ce soit dans le support, service client, que ce soit dans leur intranet, etc., sur la technologique, je trouve quand même qu'ils font du super boulot parce que j'ai encore une fois aujourd'hui, et je le vois dans les chiffres aussi, nos partenaires, ils arrivent quand même à prendre des grosses parts à tout le monde, hein. Ils sont clairement leaders, j'ai l'impression, chez les professionnels avec une marque dont on ne peut plus se passer. Mm. Dans mon appartement à Paris, dans le sentier, je crois que je fais du 70% de booking. Ouais. Ils sont gagnants et ils ont réussi ce pari, en tout cas, je trouve, de l'extérieur. Les experts de Booking, en tout cas, les employés de Booking pourront nous le confirmer. Et je trouve que ce pari de location saisonnière, ils le réussissent très bien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première personne que je t'ai raconté au début, qui j'ai écrit pour parler des hôtels sur Airbnb, c'est Olivier Guérimbian, directeur Airbnb. En fait, lui, il a fini par atterrir chez Booking juste après Airbnb, et c'est lui qui a lancé tout ce business de location saisonnière. Je pense qu'il a su insuffler. Cette année au salon, l'exposant leader, c'est le groupe Expedia avec la marque Abritel. Est-ce Mm. que Guesty est connecté à Abritel? Bon, Ok. on est preferred partner Abritel, VRBO, Expedia. J'aime beaucoup les équipes VRBO, ils vont tous être là. Ouais. Ils vont tous être Ouais, là. Et du coup, Céline va ouvrir la journée avec une prise de parole au démarrage de la journée. ouais, Ouais. ouais, sympa. J'ai vu du coup que tu as fait Un live. un live avec elle. Ouais. Non, c'est cool. Je pense que ça va être intéressant parce que du coup, tu as eu RDNA au départ, Mm. King deuxième édition, Mm. troisième édition VRBO, en tout cas Expedia VRBO. Peut-être la quatrième, il y aura Airbnb et la boucle sera bouclée. J'attends que ça. Ah Non, oui. je n'ai aucune attente. Je formule pas d'attente. Je pense que c'est les marques qui se manifestent aussi Mm, le fait de se positionner. Et en plus, je le prends même pas comme se manifester pour notre événement, mais plutôt se manifester pour la profession. C'est ça qui me tient à cœur. Tu vois. mm. Elle me dit, les marques qui se manifestent sur cette position-là, c'est un geste vers la profession. Et c'est voilà. Ok, C'est ça qui est fort, je trouve. Ou pas, si c'est pas fait. clair. Moi, je vais conclure. J'ai des petites questions quand même pour conclure à te poser. Et si tu devais repartir de zéro aujourd'hui, tu ferais quoi? De Par rapport manière à tous, générale, par ouais, rapport à tout, par rapport à ton parcours professionnel. Est-ce que tu ferais des choses différemment? par rapport à mon parcours professionnel, oui, j'investirais beaucoup plus tôt dans l'immobilier. Déjà, je m'adresse à tous les jeunes qui commencent à peine à travailler. Guys, faites-le tout de suite. Ouais. C'est pas important. Ne dépendez de aucun propriétaire méchant. Soyez des propriétaires vous-même et gentils. Prenez, voilà, investissez, c'est hyper important. Je pense que c'est le meilleur investissement. C'est les investissements de base, je dirais, qui sont hyper importants à avoir dès le, dès les premières années de. Et sinon, sur l'aspect professionnel, je pense que j'aurais été tenté par une expérience plus longue aux États-Unis, pour être dans ce milieu de la tech, etc. Hmm. Et peut-être dès mon jeune âge, je serais parti 3, 4. Oui, parce que maintenant, t'es périmé complètement, hein, Ah, donc, c'est mort là. Euh, et sinon, de manière globale, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête de football. ouais. J'aurais, j'aurais quand même pu tenter d'y aller à fond, de me donner à fond dans ce monde-là. Et qu'est-ce qui t'a fait changer alors, à ce moment-là? Ah, ce qui a fait changer, c'est que il y avait en 2003, il y avait un tremblement de terre en Algérie, au Merdes et à Alger. Et moi, j'étais en deuxième année, première chez vous, l'année d'avant le bac.
Et j'avais 2 copains, dont un très proche qui s'appelle Karam, qui était un judoka, excellent dans les études depuis toujours. Mmh. C'est un Constantinois de chez moi aussi. En fait, il était dans le même lycée que moi, mais il faisait du judo, moi je faisais du foot. Et en fait, il y a eu un il y a eu 2 versions du bac. Il y a l'édition pour tout le monde et la version pour Alger et Boumé. Il a réussi à avoir son bac avec, je sais pas, 10, 11 de moyenne, alors que tout le monde pensait qu'il allait avoir, tu vois, la mention très bien. Il visait la mention. Aujourd'hui, c'est un neurochirurgien, parmi les meilleurs neurochirurgiens en Algérie. Il a refait le bac en Mmh. 2004 et il a eu la mention qu'il voulait, l'année où moi j'ai passé mon bac. En fait, mes parents, ils ont un peu flippé en disant, attends, si lui, en train de bosser comme un fou, il a arrêté de s'entraîner depuis quasiment 10 mois, il fait que ses études. Madeleine, fais gaffe, on te force pas, mais voilà, tu dois le mettre à bord. Et je les ai écoutés, je suis rentré à Constantine, l'année de mon bac. Et franchement, c'était très très difficile parce que j'ai constaté que complètement décalé. Ah ouais. Un vrai lycée où tu vois, où tu bosses. Nous, on faisait parfois, on avait 2 entraînements par jour. Ah ouais. On faisait des stages, on partait Ouais. dans une semaine, pas d'études, tu vois, et tu reviens, tu penses rattraper, mais tu Ouais, donc tu avais du retard finalement sur le avais bac. vachement de retard. Ouais. La prof de maths, elle parlait, alors que j'excellais dans les maths, chinois, la physique, chinois. Ouais. J'ai eu le bac avec 11,32 de moyenne. C'est presque un miracle que j'ai eu le bac. Mais j'étais content de l'avoir. Ouais. Et donc, après, j'ai repris le foot la première année. Et j'allais à la fac, les TD, les cours, je revenais au club. Pendant que mes coéquipiers ils ne s'entraînaient pas, ils ont tous arrêté les études. Moi, je faisais les deux. Et après, tu pas, tu peux pas tu peux pas parier sur 2 chevaux en même temps. Mmh. Va falloir que tu choisisses quelque chose. Et c'est là où j'ai intégré les études et certainement le départ aussi en France, parce que je voulais poursuivre mes études en France. Et voilà. Mais bon, c'est c'est sans regret, mais il y a Mais un une peu quand même. un peu quand même, un peu quand même, ouais. OK. J'aime bien ça. Et dernière question, est-ce que tu as une prédiction un peu folle pour le futur de la location saisonnière? Prédiction folle? Ouais, allez, soyons fous dans la prédiction que, qu'on ait un gouvernement, ultra libéral, qui va dire, OK, soyons fous, que chaque propriétaire ait le droit de propriété pleinement et qu'il fasse ce qu'il veut dans son appartement, ça va aider, je pense. C'est vraiment fou comme prédiction. C'est très, très fou. Ça C'est très, arrivera très fou. jamais. Bah écoute, espérons. Ouais. Merci beaucoup, Adèle. Merci à toi, Elise. Merci pour C'était ces très cool échanges. cet échange. Également. Je te remercie pour l'invitation. Je sais pas combien de temps on a passé. Je pense qu'on a passé 1 1h20. heure? Ah, 1h20, c'est un bien. truc comme ça. C'est cool. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, On se retrouve au salon? on se retrouve au salon, tous au salon, dans la joie et la bonne humeur. Génial. Merci. Merci.